L'Asie centrale va-t-elle accueillir un nouveau pays? Une histoire que vous ne verrez nulle part ailleurs. Et même si cela pourrait être parce que ce n'est pas vraiment pertinent, je pense que c'est peut-être plus important qu'on ne le croit. Aujourd'hui, on associe l'Asie centrale aux pays en stan, n'est-ce pas? Kazakhstan, Ouzbékistan, Turkménistan, Kirghizistan et Tadjikistan. Et c'est à l'intérieur de ce dernier, le Tadjikistan, qu'un nouveau pays pourrait émerger. Ne vous inquiétez pas, car cela ne casse pas vraiment la tendance des noms. Il s'appellerait Badakhshan, même si d'une certaine façon cela la modifie un peu. Ce n'est pas un istin, ça finit seulement par an. Alors je ne sais pas. Vous pouvez voir ça comme vous voulez. Mais où se trouve cet endroit exactement? Voici le Tadjikistan. Maintenant, si l'on prend presque la moitié du territoire du pays à l'est, on obtient le Gorno-Badakhshan, la plus grande région autonome du pays, située dans les montagnes du Pamir. Cela signifie simplement que Gorno vient du russe Gorny, qui veut dire montagneux. Cela signifie montagneux. Badakhshan est plus ancien et plus intéressant. On le fait remonter à un titre moyen perse sassanide, Bedax, qui désignait une sorte de haut fonctionnaire, un gouverneur, ou peut-être un vice-roi d'une région. Le suffixe perse an signifie terre de ou lieu de. Donc, le Badakhshan est essentiellement la terre appartenant au domaine du gouverneur Badakhsh, qui est devenu un nom de lieu. Donc, le nom complet Gorno-Badakhshan désigne essentiellement la partie montagneuse de la terre du gouverneur, si vous voulez. Aujourd'hui, cela représente 45% de la superficie du Tadjikistan. Mais en termes de population, seulement un minuscule 2%. Sa capitale est Korok, une ville fondée en 1932, mais dont les origines remontent aux fortifications impériales russes. Elle se trouve près de la frontière avec l'Afghanistan. Je suppose que c'est un autre stan que nous pourrions inclure dans notre liste d'Asie centrale. La ville ne compte que 30 000 habitants. Sa forme est assez étrange. Le long de la confluence des rivières Goni et Pani, l'altitude de la région est assez élevée. La moyenne est d'environ 3500 mètres. Certains habitants l'appellent le toit du monde. Donc, tout de suite, quand c'est immense, éloigné, isolé, pas connecté au reste du pays, tout cela fait déjà que l'on a l'impression que c'est un endroit à part. Et autre chose qui en fait peut être un excellent candidat pour devenir une nation à part entière, c'est le fait qu'ils ne sont pas peuplés par des Tadjiks, comme le pays auquel ils appartiennent. Le reste du pays est habité par les Tadjiks, groupe qui a donné son nom au pays. Mais cette région, en revanche, est habitée par les Pamidis, nommés en lien avec les montagnes du Pamir. Ils ne sont pas d'origine tadjik, ne parlent pas non plus le persan, et ne sont pas musulmans sunnites, comme le reste du pays. Ils parlent plutôt des langues, ou dialectes pamiris, choukni, waki, rouchani et d'autres. Ce ne sont pas des dialectes du tadjik, mais des langues iraniennes distinctes à part entière. Et religieusement, ils sont aussi différents du reste du pays, étant majoritairement chiites ismaéliens, suivant l'Aga Khan. Et culturellement, ils ont une identité montagnarde qui est profondément liée à d'autres traditions locales. Et la différence religieuse est assez intéressante et très importante pour leur sentiment d'être différents du reste du pays. L'islam chiite ismaélien est une branche de l'islam chiite qui, comme tout le chiisme, fait remonter sa lignée de dirigeants après le prophète Mohammed, à travers son cousin et gendre, Ali. Mais la plupart des chiites pensent que la lignée des imams s'est achevée avec le 12e, caché et attendu pour revenir. Les ismaéliens suivent une autre lignée et croient en un imam vivant, actuellement le prince Karim Aga Khan, 4e. Les Pamidis se suivent cette fois principalement en raison de leur isolement géographique et de l'exposition historique aux missionnaires ismaéliens au fil des siècles. Surtout pendant les périodes où les régions montagneuses étaient plus reliées aux sphères culturelles persanes et d'Asie centrale, plutôt qu'aux centres islamiques sunnites. Cela a ensuite influencé le reste de la région, en particulier le reste du Tadjikistan, dans leur cas. Et ces gens, les Pamiris, sont tellement uniques qu'ils ont même un drapeau particulier pour représenter leur ethnie. Celui-ci, il est plutôt cool et, si je puis dire, ferait un excellent drapeau national. C'est un fond blanc avec 2 bandes diagonales au centre, vertes et rouges. Et le drapeau est un point intéressant parce qu'il représente le peuple Pamir dans son ensemble, pas seulement ceux qui vivent dans cette région du Tadjikistan,
car ils ne vivent pas seulement ici. Ils sont dispersés dans la région, et même à travers le monde. La plupart vivent au Badakhshan, sur environ 350 000 personnes, 20 000 résidant ici. Environ 65 000 vivent en Afghanistan et 50 000 en Chine, surtout au Xinjiang. 32 ont migré en Russie, vivant principalement à Moscou, même pas dans la partie d'Asie centrale de la Russie. Environ 30 000 vivent au Pakistan, dans la région du Gilgit-Baltistan. Il existerait aussi une petite communauté d'environ 300 personnes, à New York, aux États-Unis. Leur présence dans les régions environnantes s'explique par le fait qu'avant l'existence du Tadjikistan moderne, cet endroit faisait partie d'une région plus vaste appelée Badakhshan, qui s'étend également au nord de l'Afghanistan. En fait, aujourd'hui, l'Afghanistan lui-même possède également une province appelée Badakhshan. C'est celle avec la petite bande de terre qui les relie à la Chine. Donc, si vous avez l'impression que cela n'a pas vraiment de sens, et que vous vous demandez pourquoi cela appartiendrait au Tadjikistan, cela semble un peu arbitraire. Eh bien, ça l'était. La région plus vaste du Badakhshan, qui comprend le Haut-Badakhshan, ainsi que le Badakhshan afghan et des parties de l'ouest de la Chine, apparaît pour la première fois dans des sources écrites vers les 7e et 8e siècles. Déjà réputé pour son isolement, ses montagnes et ses pierres précieuses, notamment le lapis lazuli utilisé comme colorant bleu au fil de l'histoire. Divers groupes de peuples turcs et huns en ont revendiqué le contrôle au fil du temps, mais de manière assez sporadique. L'expansion islamique arabe a apporté l'islam plus tard, ainsi que certaines influences perses. Mais comme le terrain est très fragmenté, ce que l'on retrouve sans cesse tout au long de l'histoire, ce sont essentiellement des royaumes de vallée, nominalement rattachés à un grand empire, mais pratiquement toujours semi-indépendants à travers le temps. Avec la conquête mongole, Badakhshan sort en fait du chaos, un peu plus défini comme un royaume gouverné par des dynasties locales, qui revendiquèrent des lignées prestigieuses. Certains prétendent y même descendre d'Alexandre le Grand, ce qui, je suppose, est un peu une revendication classique en Asie centrale. D'environ le XIIIe au XVe siècle, la région est gouvernée par des mirs locaux, qui étaient essentiellement des princes. Mais c'est toujours sous l'influence de puissances plus grandes, d'abord les Mongols, puis les Timourides, surtout l'empire de Tamerlan. Et à partir du XVIe siècle, les Ouzbeks voisins s'installent. En 1584, le Badakhshan fut conquis par eux et gouverné par des mirs ouzbeks locaux. Au XIXe siècle, il s'est tourné vers la politique afghane et est devenu tributaire de Kaboul. Mais son autonomie a pris fin dans les années 1880. Ensuite, la région moderne du Gorno-Badakhshan en particulier, qui correspond essentiellement aux Pamirs occidentaux, passa sous la domination des émirats de Kokand puis de Boukhara. Mais avec encore beaucoup d'autonomie locale. Et puis les Russes sont arrivés. À cette époque, dans la seconde moitié du XIXe siècle, l'Empire russe a progressivement étendu son contrôle sur l'Asie centrale dans les années 1860 et 1881. Par exemple, ils ont vaincu le Khanat de Kokand et l'émirat de Boukhara, les transformant en protectorats ou en les annexant, et le Gorno-Badakhshan est venu avec eux. En 1895, la partie nord du territoire était fermement placée dans la sphère d'influence de l'Empire russe, et la région constituait une frontière importante, voire une limite entre leur sphère d'influence et l'influence britannique, qui s'étendait depuis le Raj. Comme mentionné plus tôt, la capitale actuelle, Korog, était sous contrôle russe, après la construction d'un fort dans les années 1890. Il y a un certain flou sur ce à quoi ressemblait la vie dans la région pendant la guerre civile russe. Mais après l'effondrement de l'Empire russe et après que les bolcheviks ont finalement rétabli le contrôle russe sur l'Asie centrale, la région a été réorganisée. La région du Pamir a rejoint le système soviétique et est devenue autonome en 1925. En 1929, l'oblast autonome du Haut-Badakhshan faisait officiellement partie de la nouvelle République socialiste soviétique du Tadjikistan. Et pendant l'époque soviétique, les montagnes du Pamir étaient considérées comme une région frontalière importante. Des infrastructures telles que la route du Pamir ont été construites. Des projets d'éducation et de développement ont eu lieu, et cela visait en partie à assurer la loyauté et à vraiment intégrer la région à l'Union. Malgré l'autonomie affichée, le pouvoir restait à Moscou, ou entre les mains de la direction tadjike. Les élites locales ont progressé, mais l'autonomie réelle était très limitée. Lorsque l'Union des républiques socialistes soviétiques s'est dissoute en 1991,
le Tadjikistan est devenu indépendant, et le Haut-Badakhshan a été intégré comme partie de l'État tadjik. Mais l'identité distincte de la région, sa langue, sa religion et son sentiment historique d'autonomie ont fait que les tensions sont rapidement apparues. Pendant la guerre civile tadjike, qui a duré de 1992 à 1997, la région était un bastion de l'opposition et du régionalisme. Les groupes locaux ont réclamé une plus grande autonomie et des droits démocratiques, et ils ont même déclaré l'indépendance temporairement. Et c'est à cette époque que le principal mouvement indépendantiste ou séparatiste a été formé. Ils ont hissé cet autre drapeau, un tricolore horizontal vert, une bande blanche un peu plus épaisse et noire. Il a été fondé par des intellectuels et des dirigeants régionaux pamidi, en tant que parti politique appelé l'Ali Barakshan, ce qui signifie Roubis du Badakhshan. Vous vous souvenez plutôt, quand nous avons découvert que les premiers documents de la région mentionnaient les riches minéraux et pierres précieuses qu'elle possédait. Je crois que c'est encore une référence à cela. Cependant, leur déclaration d'indépendance n'a pas été reconnue, et à la fin du conflit interne, elle a été ignorée. La guerre s'est achevée par des accords garantissant certains droits régionaux, mais l'autorité centrale est restée forte. Après cela, le parti Lali Barakshan a été interdit, et le séparatisme a perdu sa structure formelle, se transformant plutôt en une résistance plus passive et axée sur l'identité. Les anciens commandants du mouvement continuent d'occuper des positions de pouvoir informelles, et ainsi leur influence a perduré quelque peu dans la région. Mais le mouvement n'a pas atteint l'indépendance. Les revendications principales, à l'origine du mouvement, à savoir les demandes d'autonomie et de reconnaissance culturelle, restent non résolues. Ainsi, même s'ils n'ont pas réussi, le sentiment séparatiste reste bien vivant sous la surface. Et cela nous amène à aujourd'hui, où le statut d'autonomie existe toujours, mais il est désormais beaucoup plus symbolique et reste un vestige de l'histoire de la région. Les habitants ont demandé davantage d'autonomie et de contrôle local. Au fil du temps, ils ont été entendus par le gouvernement central, mais la plupart du temps ignorés et parfois même réprimés. Cela résume en quelque sorte le problème principal, mais il y a deux aspects que je pense qu'il est important de comprendre. L'aspect économique compte. Imaginez vivre isolé dans les montagnes presque toute l'année. Vous avez une mauvaise infrastructure, une industrie limitée et aucun pouvoir politique. Le commerce existe, surtout avec la Chine, mais l'argent va à Douchanbé, la capitale du Tadjikistan, pas à la région. Les habitants ont l'impression de seulement offrir des routes de transit, pendant que l'État perçoit ses revenus sans qu'ils en profitent réellement. Et il y a aussi un aspect identitaire à cela. Autrefois, seul le tadjik et le russe étaient autorisés dans les documents officiels, tandis que les langues pamiri restaient non reconnues, excluant ainsi l'inclusion. Certains pamiris ont le sentiment que le gouvernement essaie de les tadjikiser, ce qui est en gros l'opposé de ce qu'on entend par leur donner de l'autonomie. Et bien sûr, ces deux éléments contribuent à l'augmentation des tensions et empêchent l'idée d'indépendance de disparaître. Il y a eu des affrontements, en 2012, de nouveau, en 2014, 2018 et plus récemment en 2022. C'est un cycle, tous les quelques années, tensions, protestations, puis interventions policières et militaires fortes. Ensuite, un nouveau dirigeant local est remplacé par quelqu'un de fidèle au Tadjikistan. Puis les gens se mettent de nouveau en colère. La question est, seront-ils assez en colère ou auront-ils les moyens de transformer la protestation en révolution ? En gros, peuvent-ils vraiment devenir indépendants ? En théorie, un mouvement et un sentiment séparatiste existent toujours dans la population. Ils ont une identité historique, une culture distincte et sont géographiquement isolés. Ces deux éléments offrent une occasion unique de construction nationale, ainsi que, je suppose, pour la défense. Comment ce processus se passerait-il concrètement ? Je pense qu'il commencerait par une montée des protestations locales. Un événement, comme une répression accrue du gouvernement central, relance le mouvement. Korog deviendrait un centre de protestation pour les Pamirs. Cela s'est d'ailleurs déjà produit en 2022. Ensuite, il leur faudrait une seconde phase, une autonomie de fait, où les dirigeants locaux réclameraient le contrôle régional, gérer leurs postes frontières et coopérer avec la Chine sur le commerce. Si l'État central ne le fait pas, et même former leur propre milice militarisée pour se protéger, la phase 3 devrait s'accompagner d'une déclaration formelle d'indépendance. Peut-être qu'il pourrait proclamer une république du Pamir. Le Tadjikistan dirait sûrement que c'est illégal.
Ils auraient une reconnaissance internationale limitée, peut-être soutenus discrètement par un pays comme la Chine pour des raisons logistiques, et possiblement opposés par les autres nations d'Asie centrale par solidarité envers le Tadjikistan. Mais ici, je pense qu'il faut se rappeler une chose. Le Tadjikistan est le seul de ces pays d'Asie centrale qui n'est pas une nation turque. Et donc, cela pourrait conditionner et limiter le soutien réel qu'il recevrait dans un tel scénario. Mais ensuite, il faut se demander, est-ce qu'il survivrait même ? Eh bien, s'il avait le soutien de la Chine, probablement oui. Mais s'ils ne voulaient pas simplement être une marionnette de Pékin, ils auraient de gros défis à relever par eux-mêmes. Tout d'abord, l'Afghanistan contrôle déjà une partie de leur région. Est-ce que cela tenterait le gouvernement afghan d'envahir et d'essayer de les annexer ? Même sans cela, leur situation reste imparfaite. L'isolement favorise la défense, la différence culturelle et l'affirmation de soi, mais n'est pas bénéfique pour le reste. La population n'est que de 230 000 habitants, moins que de nombreuses villes. Leur potentiel économique est assez limité, parce que les montagnes ne permettent pas vraiment beaucoup d'agriculture ou d'industrie. Leur économie, faible, dépend fortement du financement étatique limité et de l'aide extérieure. Ils reçoivent en fait beaucoup d'aide du réseau Aga Khan parce qu'ils suivent cette religion. Cela pourrait devenir un nouveau système de soutien, et peut-être même le pays officiel, à l'image du Saint-Siège pour cette religion. S'ils réussissaient, et c'est un très très grand si ici, ce serait très pertinent à l'échelle mondiale. D'une part, cela établirait un précédent pour d'autres régions montagneuses autonomes à travers l'Eurasie, peut-être même celles situées en Russie. Les routes commerciales entre la Chine et l'Asie centrale pourraient subir une refonte complète. Cela créerait un nouveau point de tension entre la Chine, le Tadjikistan, l'Afghanistan et la Russie. Bien qu'ils ne contrôlent qu'au plus directement les stans, ils n'aiment pas les changements hors de leur contrôle. Cela pourrait aussi encourager des mouvements similaires dans le monde, notamment là où les frontières soviétiques ne reflétaient, ni ne reflètent les réalités ethniques. Après ces explications, une question. Cela va-t-il arriver ? Je ne sais pas. Est-ce possible ? Une indépendance totale reste improbable pour l'instant, mais une autonomie accrue devrait bientôt être à nouveau envisagée. Si le Tadjikistan n'agit pas prudemment, la situation pourrait empirer. Donc à l'avenir, si vous entendez parler de cette région, peut-être qu'elle ne sera plus simplement une zone autonome du Tadjikistan. Ce serait une république du Pamir autoproclamé, ou Pemidyar si l'on veut utiliser un suffixe latin. Je suppose qu'il va falloir attendre et voir ce qui va se passer, mais j'aimerais vraiment voir un nouveau pays émerger. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Connaissez-vous d'autres nouveaux pays qui pourraient potentiellement être créés dans un avenir proche ? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Je vous retrouve la prochaine fois pour plus de culture générale.